allez-vous? Jean-François Sénéchal, votre prof, comment ça va? Comment ça va cette semaine? Grosse semaine pour vous. Écoutez, c'est l'examen de mi-session. C'est là que ça se passe. C'est fait, ça arrive, c'est ça. Je sais que c'est stressant un peu un examen, là, mais voyez-le un peu comme une pratique. Là, écoutez, ça vaut 15 points quand même, là, mais c'est pas comme les 40 points de l'examen final. Donc, c'est pour ça que je donne 2 examens, là, au moins pour que... C'est votre premier examen là, dans un cours d'éthique. Là. C'est important que vous sachiez un petit peu à quoi ça ressemble. Puis l'exercice de demain, c'est ça. Vous plongez dans le même genre de contexte en classe, en tout cas sous surveillance. Puis on fait l'examen pour on essaie de répondre aux questions à Jean-François. Écoutez, si vous voulez des instructions sur l'examen en tant que tel, j'en ai donné plusieurs. Évidemment, j'en ai donné par écrit, là, si vous regardez les instructions concernant l'examen dans la section évaluation du cours. Mais j'ai aussi donné quelques-unes de mes instructions. C'est au dernier épisode, l'épisode 258. Vous irez écouter ces quelques instructions. Sinon, je vous dirais que c'est ça. C'est un examen de mi-session, un examen dans lequel j'ai pris mes objectifs. Ça aussi, c'est un classique, là. Je le répète à plusieurs reprises. Mais c'est ça, c'est comme ça que je fais mes examens. Je prends mes objectifs. Donc, consultez les objectifs des modules 1 à 6. Puis moi, je fais ça. Je regarde les objectifs des modules 1 à 6, puis je vérifie si vous avez atteint minimalement les objectifs pédagogiques des modules 1 à 6. Puis, c'est ça. Donc, si vous avez fait les exercices formatifs, là, les questionnaires, si vous avez répondu au forum, si vous avez fait tout ça, si vous avez répondu aux mini-tests, des fois, là, je pose des mini-tests en classe, ça ressemble à des questions d'examen, tout ça. Puis l'examen, c'est juste que c'est sous surveillance, là, ça va ressembler un peu à ça. Puis la vraie différence, c'est que vous serez seul avec votre crayon en classe, puis votre copie, puis on essaie de faire de son mieux, puis voir si il vous est resté quelque chose en tête après tous ces exercices. Je sais qu'il y en a qui... Si vous avez fait tout ça dans la dernière semaine de votre étude, c'est sûr qu'il y aura sûrement un peu de par cœur. Mais encore une fois, si vous avez fait ça lentement, mais sûrement pendant la session, puis vous avez fait toutes les tâches recommandées dans la marche à suivre de chacun des modules, ça y est, vous êtes prêt, puis ce qui devait être retenu est déjà quelque part dans votre tête. En tout cas, c'est le but de l'examen. C'est comme ça que j'évalue si mes étudiants et étudiantes ont atteint ou non les objectifs des modules 1 à 6. Donc, on se revoit demain, mardi 9 juin. Ce sera à 18h30. Pour plusieurs, vous avez reçu si vous êtes à l'extérieur du campus, vous avez reçu un endroit, un rendez-vous où vous devez vous pointer pour faire votre examen sous surveillance. Puis pour les autres, vous venez en classe sur le campus. Pour vous, ce sera au Deconinck 0127 ou Deconinck 1153. Là. Donc, allez voir sur le site de cours pour voir, j'ai réparti mes étudiants en 2 groupes A à H. Ça s'en va au 0127, puis 1 I à Z, pas 1 à Z. I à Z, ce sera au Deconinck 1153. Donc, à demain. Bien hâte de vous voir tous et toutes. Sinon, examen de mi-session, c'est le fun, mais l'été, ça va vite, puis il faut déjà ouvrir le module 7. Donc, si vous êtes en train d'écouter ce podcast, puis vous êtes en train d'étudier en même temps, moi, je vous suggère d'arrêter, d'appuyer sur pause, puis vous continuez votre étude, d'aller faire votre examen demain, mardi. Puis après, au retour de l'examen, peut-être dans le bus, reprenez l'écoute du podcast. Donc, reprise de votre écoute de cet épisode du podcast, tout juste après votre examen de demi-session. Donc, on appuie sur pause. Bon, hein? Puis, c'est fait, ton examen. Tu vois? Je t'ai pas raconté de menterie, hein? Tu l'as vu que mes questions d'examen, c'est exactement ce que je t'avais dit. C'est des examens c'est des questions qui ciblaient les objectifs des modules 1 à 6. Puis j'ai vérifié ça pendant l'examen. Puis bravo, t'as fait ça, t'as réussi.
Puis maintenant, il reste à corriger tout ça. Puis c'est mon auxiliaire, Nicolas, que je salue, qui doit corriger. C'est presque 200 copies. C'est beaucoup de travail pour Nicolas. Donc, donnez-lui peut-être une dizaine de jours ouvrables pour corriger tout ça. Sinon, module 7, prenons le temps d'examiner les principales notions du module 7 ensemble. Il y a quelques tâches. Vous connaissez bien la formule maintenant, là, y compris de ce podcast. On explore quelques-unes des notions du cours, puis en même temps, je prends le temps de vous expliquer qu'est-ce que vous devez faire pour réussir ce module 7. Dans ce module, écoutez, il y a du droit et de la philosophie au programme. Écoutez, on est déjà à la semaine 7, là. C'est le moment de faire des réflexions un petit peu plus sérieuses. Et ça s'appelle Phi 3900. Faut s'y attendre. Il va y avoir un petit peu de philo. Il y a 2 thèmes profonds et importants qui vont être abordés dans ce module 7. Puis on va les aborder aussi dans ce podcast. C'est le terme responsabilité. Je roule mes airs ce matin. Responsabilité. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Puis le jugement. Hein? Le jugement. Qu'est-ce que ça veut dire? Le jugement, ce sera 2 très beaux et très gros thèmes pour ce module. Commençons peut-être par la responsabilité. Dans l'exercice de votre profession, on vous dira que vous devez être responsable. Hein? La responsabilité professionnelle. Puis ça, c'est simple. Hein? Vous savez exactement ce que ça veut dire. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire être responsable? Le savez-vous? Hein? C'est simple. Il y a des termes comme ça qu'on utilise à chaque jour, puis dès qu'on se met à y réfléchir, ça devient difficile de les définir responsables. Qu'est-ce que ça veut dire? On a l'impression de savoir exactement ce que ça veut dire, mais est-ce qu'on le sait vraiment? Il y a Augustin qui avait une formule fameuse là, pour parler de comment il se sentait lorsqu'il essayait d'examiner les questions ultimes. Il disait toujours je sais ce que c'est jusqu'à temps que je me pose la question. C'est ça un petit peu le sens de la difficulté, je dirais, d'explorer le sens de ces grands termes que sont responsabilité et jugement. Mais commençons par responsabilité. Il y a plusieurs choses à dire. Évidemment, c'est un terme que vous utilisez à tous les jours, être responsable. Mais pour réfléchir sur cette notion, moi, je partirais de l'une des citations un de mes plus grands philosophes préférés. Je parle de l'oncle Ben Parker. Connaissez-vous l'oncle Ben Parker? Si vous avez étudié, non, vous n'avez pas étudié ça, mais si vous avez vu et lu peut-être les aventures de Spider-Man et de Peter Parker, vous connaissez son oncle Ben Parker et vous connaissez assurément cette grande citation qui, c'est sûr que ça a été répété dans Spider-Man, mais c'est pas exactement là que ce genre de citation-là a pu naître. Mais la citation est la suivante. Un grand pouvoir engendre de grandes responsabilités. Et surtout, on a l'oncle Ben qui prodigue un conseil extrêmement riche à son petit Peter Parker. Il lui dit « Sois responsable, Peter. » Un grand pouvoir engendre de grandes responsabilités. Puis la question qui va obséder Peter Parker ou qui va le guider tout au long de ses aventures, c'est quoi être responsable? C'est quoi mon rôle? Est-ce que je suis responsable de tout, y compris de la mort de mon oncle Ben? Donc, spoiler, si vous n'avez pas ce genre d'histoire-là. Là. Mais disons que c'est bien connu. Je dois être responsable. Mais qu'est-ce que ça veut dire, être responsable? Puis pourquoi? Puis au nom de qui? Puis au nom de quoi? Puis qu'est-ce que ça voudrait dire être responsable pour moi ici et maintenant? Et pour vous, de la même façon, votre ordre professionnel, lui aussi, vous fait cette injonction. Soyez responsable. Elle place la responsabilité au cœur de l'exercice de votre profession, puis ça fera partie de notre premier bout de réflexion ensemble dans ce podcast. Quoi que puisse me réserver la vie, jamais je n'oublierai ces mots. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et vous l'aurez remarqué, déjà la première difficulté qu'on pourrait associer à
Cette injonction, c'est une injonction qui ressemble à... Vous savez, au début de la session, on a vu des grands courants en philosophie. On vous a parlé de l'éthique de la vertu. Vous rappelez-vous de l'éthique de la vertu? Vous étiez dit, conséquentialiste, c'est facile à comprendre. Déontologisme, c'est facile à comprendre. D'ailleurs, dans mon examen, je me suis plutôt bien débrouillé avec le sens de ces deux termes. Mais éthique de la vertu, qu'est-ce que ça veut dire? Le terme responsabilité et l'injonction de l'oncle Ben, ça nous permet de vraiment bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Ici, on a une valeur, responsabilité, puis on a une valeur qui est là pour guider l'action. C'est imposé à Peter Parker, puis lui, il essaie de guider ses décisions en fonction de cette valeur, mais il n'y a pas vraiment de guide clair. Il ne sait pas exactement c'est quoi la responsabilité, puis c'est quoi être responsable. C'est agir comme celui qui incarne la vertu. Et pour Peter Parker, c'est qui? Qui incarne cette grande vertu qui est celle de responsabilité? Mais c'est son oncle. Puis Peter se dira sans cesse cette même phrase en se disant être responsable, c'est quoi? C'est agir comme mon oncle Ben. C'est agir comme l'aurait souhaité mon oncle Ben. C'est agir comme cette personne qui incarne cette vertu qui est celle de responsabilité. Le terme pouvoir, lui aussi, est important dans la phrase « un grand pouvoir engendre de grandes responsabilités » parce que le pouvoir de Spider-Man ou de Peter Parker ou de Miles Morales, tiens, pour en nommer quelques autres, son pouvoir, c'est assez simple. Dans les films et les histoires de super-héros, ils ont souvent une force, une agilité dans le sens. Pour Spider-Man, c'est une espèce de sens de la perception là, décuplée, son Spider Sense. Et c'est justement parce qu'ils ont ce grand pouvoir exceptionnel, mais ils ont une responsabilité exceptionnelle. Mais vous, quand on parle de responsabilité professionnelle, on pourrait se demander, c'est quoi votre pouvoir? Hein? C'est quoi, toi, ton pouvoir? Tu vas exercer une profession? Tu vas exercer quel pouvoir? Parce que ça, c'est là aussi, hein, dans la philosophie, le pouvoir, ça engendre une responsabilité. Puis pour toi, ce que je te propose, c'est que ce sont tes connaissances, c'est ton savoir technique et pratique qui devient une certaine forme de pouvoir. Hein? Le savoir, la savoir en sciences et génie, la connaissance, votre pouvoir de transformer le monde, les choses, de comprendre la nature, j'essaie de penser à vos professions, le pouvoir de transformer le vivant, la matière, c'est pas rien là, comme pouvoir. Être capable de transformer le vivant, la matière, d'explorer l'univers, d'aller infiniment vite, de construire des objets qui nous permettent d'aller infiniment loin. Quel autre pouvoir? D'explorer l'infiniment petit, de redéfinir l'homme, le vivant, ses capacités. C'est ça votre pouvoir. Puis vous, parce que vous avez ce pouvoir, le pouvoir, habituellement, on le définit de la façon suivante. Un pouvoir, c'est une capacité d'agir accrue. Hein, les super-héros, c'est évident, qui ont une capacité d'agir accrue. Ils ont reçu des transformations génétiques et autres, parfois magiques, parfois mystiques. Mais c'est ça qui leur donne des pouvoirs ou une capacité d'agir accrue. Mais pour vous aussi, vous avez une capacité d'agir accrue. C'est pas tout le monde qui a vos propres capacités, c'est pas tout le monde qui a votre savoir, c'est pas tout le monde qui a votre pouvoir. Mais ce sont des pouvoirs humains à notre échelle, mais ça reste des pouvoirs qui donc engendrent des responsabilités qui sont proportionnelles. Hein? L'oncle Ben dit quoi faire avec cette capacité d'agir accrue? Soyez responsable. Écoute, fiston. Ouais, je t'écoute, vas-y. C'est le portrait craché de ton père. Tu tiens vraiment de lui, Peter, et c'est une bonne chose. Mais ton père était guidé par une philosophie. Il avait une ligne de conduite. Il pensait que si on pouvait faire quelque chose de bien pour les autres, on avait l'obligation morale de le faire. C'est de ça qu'il est question. On ne parle pas de choix, mais de responsabilité. Soyez responsable, c'est ce que vous dirait aussi votre ordre professionnel. Hein? C'est ce que vous ont dit vos parents,
votre prof en ce moment, puis la société aussi qui vous fait confiance. Vous avez un pouvoir, une capacité d'agir accrue. Vous êtes capable de vous servir de ce pouvoir. Qu'allez-vous en faire? Qui allez-vous décider de servir avec ce pouvoir? Vous mettre au service de qui, de quoi, au nom de qui et au nom de quoi? Lorsqu'on parle de responsabilité, tiens, si on prend le temps de décortiquer ce terme en philosophie, c'est un beau vieux terme, ça fait longtemps qu'on l'explore. Je vous dirais qu'il y a deux principaux sens. Je l'ai mentionné à quelques reprises déjà, mais je me le permets de le répéter pour que ça soit clair. En responsabilité, il y a deux principaux sens. Il y a, mais c'est toujours les mêmes origines, là. Respondere, hein, ça veut dire répondre de. On pourrait dire répondre à aussi. Donc, on a deux principaux sens. Rétrospective. Donc, je regarde en arrière dans mon rétroviseur, répondre des actes que j'ai posés, répondre des gestes et des décisions que j'ai prises. Mais ça, c'est derrière moi. Mais il y a un deuxième sens qui est prospectif. Donc, je réponds à quelqu'un, je réponds au public, je suis là pour les protéger. Ce public, je dois le défendre, je dois le protéger. Répondre à, c'est une responsabilité qui est prospective. Donc, deux principaux sens. Il y en a un qui regarde en arrière, puis l'autre qui regarde en avant. Prenons déjà le premier sens, c'est rétrospective. À être responsable de ce qui s'est passé dans le passé. Pour des philosophes comme Hans Jonas, qui écrit des ouvrages entiers, écoutez, sur le terme responsabilité. Cette forme de responsabilité qu'on dit rétrospective, elle traite d'actes accomplis dans le passé. C'est intimement lié aux notions de faute, de sanction. Puis pour vous, dans l'exercice de la profession, c'est souvent ce sens de la responsabilité qu'on va inviter à la table de discussion lorsque, si vous êtes responsable d'un viaduc qui s'est effondré, qui s'est effrité prématurément, qu'on doit reconstruire, il y a quelqu'un qui va dire qui est responsable? Qui est responsable de ça? Puis à ce moment-là, le sens, il y a un synonyme qu'on utilise souvent, c'est le terme imputabilité. Vers qui je peux pointer mon doigt accusateur, imputabilité. Et souvent, c'est l'ingénieur qui l'a conçu, c'est l'entrepreneur qui l'a construit, c'est peut-être la neige, le dégel qui est aussi responsable, mais vous voyez que c'est un autre sens de responsabilité, mais on cherche qui est imputable. On regarde derrière, qui peut répondre de tout ça, là, ces gestes, ces actes, ces décisions qui sont dans le passé. Même chose dans d'autres champs d'exercice de la profession. S'il y a une faille de sécurité logicielle, si on a des problèmes avec, des données GPS, si on a une machine qui fait défaut, si on a une route qui est remplie de trous au printemps, il y en a quelques-uns qui vont dire, c'est de la faute de qui? Qui est imputable? Qui est responsable? Et lorsqu'on fait ça, on pointe vers le premier sens de responsabilité. On parle de la responsabilité rétrospective. Le deuxième sens, c'est le sens prospectif. Donc, j'arrête de regarder en arrière, je regarde en avant. Et toujours pour le même Hans Jonas, lorsqu'il parle de la responsabilité prospective, pour lui, la responsabilité prospective, elle est plutôt centrée par rapport à la responsabilité rétrospective. La responsabilité prospective, elle est plutôt centrée sur le rapport à un objet externe qui, lui, exige et oriente mon agir. Il y a un objet externe qui exige, qui oriente, qui guide mon agir. Puis pour vous, c'est quoi l'objet externe qui exige, qui oriente, qui guide vos agirs? C'est le public. Ben oui, c'est lui qui est là. C'est lui qui vous engage, qui guide votre rôle. Et parce que vous répondez de ce public, vous avez des devoirs et des obligations qui découlent de cette responsabilité. Donc, souvent, vous avez des devoirs et obligations.
c'est la sécurité du public. Donc, moi, je suis responsable de la protection du public. C'est de ce public que je réponds. C'est moi qui en réponds plutôt. Puis, je m'assure que la sécurité de ce pont est tout à fait fiable. C'est moi qui est là et qui répond. Ce public a des attentes envers moi. Puis, je suis là. Je suis là pour eux. C'est devant moi. Avant même que vous exercez même pas encore votre profession, que déjà vous êtes responsable du public. C'est devant vous. Et ça, lorsqu'on emprunte ce deuxième sens. D'ailleurs, la même chose pour la responsabilité parentale. Si vous voulez d'autres exemples plus concrets. Vous n'êtes peut-être pas encore parent. Je sais qu'il y a quelques étudiants dans ce cours et étudiantes qui sont déjà parents. Mais ça aussi, c'est une responsabilité prospective. Ils viennent à peine de naître. En fait, ils ne sont pas encore nés, que déjà vous en êtes responsable. Puis ça, ce deuxième sens, c'est le sens prospectif de la responsabilité. Dans le module 7, il y a une bonne partie du module 7, lorsque vous allez écouter l'enregistrement du cours en classe, la responsabilité, on va davantage explorer la responsabilité rétrospective, qui elle, c'est souvent le sens qu'on emprunte lorsqu'on parle du droit. En droit, presque essentiellement, quand on parle de responsabilité, on parle de responsabilité rétrospective. Donc, en classe, on va voir la responsabilité criminelle, lorsqu'il y a des gestes qui sont posés, qui sont de l'ordre de la protection du public ou qui peuvent nuire à la sécurité publique, à la santé publique, à la paix sociale. Souvent, on parle de responsabilité criminelle ou pénale. On va parler aussi de la responsabilité civile. Dans votre cas, lorsque il y a des dommages, lorsque vous êtes impliqué dans une suite de mauvaises décisions, puis là, il y a des dommages, puis il y a des intérêts, puis on doit dédommager. Tout ça, ça relève de la responsabilité civile. Et on va voir aussi la responsabilité disciplinaire, où là, vous devez répondre de vos gestes devant votre ordre professionnel. Puis ça aussi, c'est une autre forme ou une autre forme de responsabilité rétrospective. Et si vous écoutez ce podcast et vous vous dites j'ai tout compris, vous n'avez pas tout compris parce qu'en classe, j'en dis davantage sur ces responsabilités criminelles, civiles et disciplinaires. Puis même si vous aimez bien ce podcast, je vous suggère vivement d'aller écouter l'enregistrement de cours pour bien distinguer ces trois grandes formes de responsabilité rétrospective que sont la responsabilité criminelle, civile, disciplinaire qu'on va explorer en classe. Remember, with great power comes great responsibility. Sinon, un autre objectif que j'aimerais prendre le temps d'explorer avec vous, vous le savez, dans mes objectifs du module 7, il y a l'idée de définir le jugement et d'en expliquer l'importance dans l'exercice de votre profession. Ça, c'est un objectif. Définir le jugement. Es-tu capable de définir le jugement? C'est quoi le jugement? Qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit que quelqu'un manque de jugement? Il manque de quoi quand on dit qu'il manque de jugement? C'est ça l'objectif en question. Puis en classe, évidemment, on va prendre le temps de le définir, mais aussi dans ce podcast, pourquoi pas prendre le temps de bien le définir. Puis là, faites attention, là, c'est de la philo, puis c'est de la philo, je dirais que c'est de la philo même du langage, parce que quand on parle de ce terme qu'est le terme jugement, faut prendre le temps de définir de la façon la plus abstraite possible qu'est-ce que le jugement. Donc, je veux pas des exemples de jugement, je veux savoir qu'est-ce que le jugement. Puis ça, c'est un exercice qui est périlleux de définir un terme aussi riche et lourd que celui du jugement. Mais évidemment, vous n'êtes pas les premiers à vous poser ces questions-là. Les philosophes bien avant nous ont posé ce genre de écoutez, on peut remonter jusqu'à Aristote qui se questionnait sur le jugement. Donc, qu'est-ce que le jugement? Puis pour lui, on va s'appuyer sur une définition aristotélicienne du jugement. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Vous allez pouvoir dire ça à votre prochain souper. Aristote disait du jugement que c'est l'acte de prédiquer une chose. C'est quoi le jugement? C'est l'acte de prédiquer une chose. Puis une fois qu'on a dit ça, prédiquer, déjà, c'est un terme qui n'est pas commun. Prenons le temps de le définir. Prédiquer une chose,
c'est dire ce qu'est cette chose. Lorsque je dis cette chose est, puis là, la phrase qui se prépare à suivre cette affirmation, ben, je suis en train de prédiquer. Et ça, on le fait tout le temps. On ne sait pas que c'est ce qu'on est en train de prédiquer, mais on le fait tout le temps. Quand on dit, ben toi, là, tu es X, hein, je me prépare à dire quelque chose. Ce chien, il est X, puis je me prépare à dire un qualificatif, ou cette affirmation, elle est vraie, fausse. Je me prépare à me prononcer là, sur cette chose qui est cette affirmation, mais je suis en train de prédiquer. Puis le jugement, c'est ça. Le jugement, c'est quoi? C'est la pensée, la tienne, qui est en acte. La tienne qui est en train de m'écouter, puis qui est en train de se dire, ben, ce podcast, il est... Puis là, vous avez un jugement qui se prépare, qui est là, qui se fomente, puis qui se prépare à sortir de votre tête. Ben, c'est ça. Vous êtes en train de décider ce qu'est cette chose. Puis là, j'espère que je vous ai pas perdu en cours de route. Mais c'est simple. Dans ce que je vous dis, c'est très profond, mais en même temps, c'est simple. Le problème qu'on a en ce moment, c'est qu'on utilise le verbe être à tous les jours, puis qu'on ne se rend pas compte à quel point c'est compliqué, puis c'est riche, le verbe être. Mais c'est ça qu'on fait quand on prédique. Hein? Si je dis, ben tiens, on va donner des exemples. Si je dis, ton chat est beau, hein? Ça c'est un jugement, parce que ma pensée, la mienne, en ce moment-là, est en train de se prononcer sur une chose. Puis la chose en question, ben, c'est un chat. Puis là, je me prononce. Puis en même temps, c'est une forme de jugement particulière, c'est-à-dire que je suis en train de me prononcer sur la beauté. Hein? On va parler d'un jugement esthétique. Là. Je dis que ce chat, il est beau. Donc ça, c'est un jugement. Hein? C'est ma pensée, elle se prononce sur la beauté du chat en question. Autre exemple de jugement, j'en parlais un peu plus tôt. Hein? Si je dis cette étude scientifique sur la pertinence ou non d'un troisième lien, elle est vraie. Hein? Ça, c'est un jugement. C'est ma pensée qui se prononce sur l'être d'une chose, sur ce qu'est cette chose, et la chose en question, ben, c'est l'étude scientifique, puis c'est ma pensée qui se prononce sur cette chose. Puis là, ben, là aussi, c'est un jugement d'une nature particulière, puisque là, je me prononce sur la vérité de cette chose. Puis ça, à ce moment-là, on va parler d'un jugement épistémique ou d'un jugement scientifique, puisque je me prononce sur la vérité de cette chose. Puis souvent, ben, ce type de jugement-là s'accompagne de son lot de doutes et d'incertitudes. Autre exemple, ben oui, on va donner quelques exemples parce que si on en donne pas assez, c'est quand même complexe tout ça. Si je dis cette décision de la santé publique concernant le port du masque est juste. Hein? Je ne veux pas créer des traumatismes non plus là, en vous replongeant dans cette époque, là, mais rappelez-vous qu'on était là-dedans là, sur exercer notre jugement, évaluer le jugement des autres et voir dans quelle mesure certains en ont pas beaucoup ou en ont beaucoup. Mais on était là-dedans. Puis là, ben, faisant ça, quand je me prononce sur l'être de cette chose, c'est-à-dire que la chose en question, c'est la décision. Donc, la santé publique a pris une décision, puis là, je me prononce sur cette chose qu'est cette décision. Puis je dis, cette décision, elle est juste. Ça, c'est un jugement d'une nature particulière aussi, puisque là, je me prononce sur la justice de cette chose. Puis ça, hein, c'est une autre forme de jugement qui, là aussi, est complexe parce que la justice, on ne s'entend pas toujours sur ce qui est juste et sur ce qui est injuste. Mais nous avons tous des préconceptions et préjugés en cette matière. Sinon, dernier exemple, peut-être un petit peu moins traumatisant. Allons dans le sport, tiens, ce comportement de ce joueur de soccer, parce que là, il y a la Coupe du Monde qui s'en vient, ça commence cette semaine. Ce comportement, il est mauvais. C'est mal ce qu'il vient de faire. Hein? Puis là, c'est mal un peu, je vais lui donner un carton jaune, puis c'est très mal, je vais lui donner un carton rouge. Hein? Ça, c'est un jugement.
Puis l'arbitre, sans cesse, est en train de juger ce genre de comportement. Hein, il se prononce sur le bien et le mal. Il regarde le comportement, puis il dit « c'est bien, je laisse aller. C'est mal, il y a une faute. C'est un peu plus mal que je pensais, je vais lui donner un carton jaune, puis c'est très mal, je vais lui donner un carton rouge. » Puis ce faisant, mais il est en train de juger, puis je vous dirais même que c'est un jugement éthique et moral, parce qu'il se prononce sur le bien et le mal, rappelez-vous de ce qu'on a vu au module 2. Jugement. Me suivez-vous encore là? Jugement. Puis tous ces exemples, ce sont des exemples de jugement parce que, puis pourquoi? Parce qu'on a une pensée en acte, la tienne, la mienne, celle de l'arbitre, qui est en train de prédiquer, qui tente de dire l'être de cette chose et qui essaie de dire si cette chose, elle est bien, elle est juste, elle est belle ou elle est vraie. Prédiquer une chose, c'est associer à cette chose un prédicat, un attribut, une qualité, notamment par rapport au beau, au juste, au vrai et au bien. C'est ça juger, c'est ça l'exercice fort d'un jugement, c'est se prononcer par rapport au beau, au juste, au vrai et au bien. Bon, évidemment, c'est un peu plus compliqué, puis c'est plus simple d'exercer son jugement sans trop réfléchir, mais la philosophie, parfois, ça sert à ça, examiner des termes et des gestes que l'on pose à chaque jour. Dans votre cas, c'est exercer votre jugement. Puis là, on prend quelques minutes pour observer cette beauté qu'est l'exercice de votre pensée, cette pensée en acte qui est en train de juger. Ça sert à ça, la philosophie, à observer notre quotidien, puis admirer la complexité de ces gestes familiers. Et donc, la prochaine fois que vous allez, que quelqu'un va vous dire, sers-toi de ton jugement, ou le jugement professionnel, c'est important, ou arrête de juger, vous pourrez mieux saisir la difficulté philosophique de cette tâche qu'est le jugement. Puis pourquoi on parle de jugement dans ce cours? Parce que dans l'exercice de votre profession, l'exercice du jugement, c'est partout. Vous allez sans cesse exercer votre jugement. C'est pas pour rien qu'on met le jugement professionnel au cœur de votre profession. Vous allez sans cesse juger si cette chose est vraie, si ces règles sont justes, si cette décision prise par celles et ceux qui vous entourent, elle est la bonne. Et vous remarquerez que le jugement, ça s'exerce toujours dans des zones d'incertitude. Là où il y a incertitude et doute, il y a du jugement. Et pourquoi? Parce que, on l'a dit un peu plus tôt, le bien, vous prononcez sur le bien, le vrai, le juste, le beau, le beau moins souvent. Mais le bien, le vrai, le juste, ce sont des notions extrêmement complexes et riches. Puis, la prudence exige de vous prononcer avec une certaine part d'incertitude lorsque vous vous prononcez sur le bien, le vrai, le juste et le beau. Si vous ne faites que calculer puis que vous restez dans l'ordre des mathématiques, l'ordre des mathématiques, c'est pour ça qu'on aime les maths, c'est qu'on se promène dans des zones de certitude, puis on aime ça. 2 plus 2, ça égale 4, puis ça égale 4. On peut le demander à notre calculatrice, ça va être capable d'arriver à ce genre de certitude. Mais vous allez vous promener dans des zones d'incertitude. Puis c'est pour ça que votre jugement est nécessaire. La qualité de votre jugement va vous permettre de vous prononcer dans des zones d'incertitude, de doute, là où il y aura des dilemmes. C'est pour ça qu'on en parle dans le cours aussi. Un dilemme, c'est ça. C'est une grande zone de doute où, malgré tout, je dois me prononcer et je dois exercer mon jugement. Qui devra exercer son jugement professionnel dans ces zones d'incertitude? C'est vous, mes petits amis. C'est toi qui devras exercer son jugement dans ces zones de doute et d'incertitude. Ce sera partout dans l'exercice de ta profession. Des études scientifiques qui sont contradictoires ou en tension, vous allez en voir plein. Puis vous allez devoir décider lesquelles sont les plus vraies, pertinentes, rigoureuses, bonnes et justes.
incertitude entre deux valeurs. On le voit dans le cours, là, un dilemme éthique, c'est ça. J'hésite entre deux valeurs. Est-ce que je suis transparent ou est-ce que je privilégie la sécurité? Est-ce que je choisis entre l'allégeance envers mon employeur ou mon allégeance envers mon ordre professionnel? Ce sont deux biens. Ce sont deux très grandes valeurs. Quelle valeur dois-je privilégier? Hein, c'est ça, essayer d'exercer un jugement. Et là, ici, on essaie de prendre la meilleure décision possible, la décision la plus juste. Quel genre de zone d'incertitude? Mais dans les concepts, hein, si on vous demande de protéger le public, mais votre première question devrait être, c'est quoi le public? C'est quoi protéger le public dans ce contexte précis? Puis ça, il n'y a pas de réponse claire. C'est pas comme 2 plus 2 égale 4. Il y a toujours l'exercice du jugement. Jugement, jugement et rejugement. Et en plus, un jugement professionnel qui doit trancher, qui doit décider dans ces zones d'incertitude en s'appuyant sur quoi? En s'appuyant sur la science, le savoir, la rigueur, la réflexion, les normes. Vous avez des outils, mais l'exercice de votre jugement est nécessaire puisqu'il y aura toujours ces zones d'incertitude. Et si vous ne saisissez pas encore ce qu'est le jugement, on peut examiner son contraire. Ça aussi, c'est le fun. Hein? Le jugement, c'est quoi? C'est le contraire du manque de jugement. Donc, on peut examiner l'autre, le contraire strict. Et qu'est-ce qu'on reproche à celles et ceux que vous voyez sur les réseaux sociaux, que vous trouvez qu'ils manquent de jugement? Ça, c'est normal. Vous aviez le droit de faire ce remblai-là, qui est d'une hauteur d'ailleurs assez spectaculaire. J'ai l'impression d'être au sommet de l'arbre, là, tellement c'est haut. Non, C'est spectaculaire, là. J'ai le droit. Oui. C'est mon terrain, oui. J'ai le droit de faire ça. C'est mon terrain, c'est pas égalé. Vous trouvez qu'il manque de jugement? Il manque de quoi? Est-ce qu'il manque d'informations? Ben non. Des informations, ils en ont à la tonne. Est-ce qu'il manque de savoir? Ben non. Souvent, ils ont une certaine forme de savoir. Est-ce qu'il manque de rigueur? Oui, il y a certains sites complotistes qui ont une grande part de rigueur dans leurs examens. Je vous dirais que le signe le plus évident du manque de jugement, c'est peut-être le refus d'accepter cette part d'incertitude dans le savoir. C'est le refus d'accepter la complexité du monde dans lequel on vit. Parce que quiconque a déjà fait de la science ou exploré des domaines complexes du savoir avec une certaine forme de rigueur, le sait que c'est compliqué tout ça. Si on essaie de se prononcer sur les vaccins, c'est complexe, les vaccins et la science qui entoure tout ça. Si on essaie de se prononcer sur la santé humaine, c'est complexe. Qu'est-ce que vous faites? Construire un pont, un avion, une fusée, un robot, un logiciel, c'est complexe. Faire de l'arpentage, faire de la chimie, qu'est-ce que vous faites d'autre? Des études géologiques, construire des médicaments, faire de la recherche, c'est complexe au sens de compliqué, puis on ne peut pas réduire la réalité à des simplifications, puis celui qui manque de jugement, c'est ce qu'il va tenter de faire. Ce n'est que ceci et que cela, puis tranquillement, on réduit les zones d'incertitude, puis tranquillement, en s'éloignant des zones d'incertitude, on s'éloigne de cet exercice fort qu'est celui d'exercer son jugement. Puis pour revenir à Aristote, si on posait cette question-là aujourd'hui à Aristote et on lui disait « le manque de jugement, c'est quoi? » Aristote répondrait « le manque de jugement, c'est la pensée qui n'est plus en acte. C'est la pensée qui se contente des explications et des solutions trop simples à des problèmes complexes et bourrés d'incertitudes. C'est ça, le manque de jugement, c'est la pensée qui refuse d'accepter la complexité, l'incertitude et qui refuse même d'être en acte. J'ai le droit. Oui. C'est mon terrain, oui. J'ai le droit. Et cette pensée là, qui n'est plus en acte, ce manque de jugement, désolé de vous l'apprendre, mais il y en a souvent des deux côtés de n'importe quel débat. Prenez un débat polarisant, là, quand vous allez dans les extrêmes d'un débat,
La plupart du temps, on a réduit la complexité à quelque chose de simple et on affirme avec force quelques grandes certitudes, mais on est bien loin de ces zones d'incertitude et de complexité où le jugement peut s'exercer. Exercer un jugement professionnel. Lorsqu'on vous dira d'exercer votre jugement, lorsque votre ordre professionnel décidera de mettre au cœur de votre profession des termes comme jugement professionnel, vous serez en mesure d'apprécier toute la richesse et la profondeur de ce terme. Exercer un jugement professionnel, libre, autonome, et exercer votre pouvoir de façon responsable. Maintenant, vous êtes en mesure de mieux apprécier ce genre de phrases qui sont lourdes de sens et inspirantes. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. N'oublie jamais ça. N'oublie jamais ça. OK, voilà, c'est tout pour cette semaine. Bon examen si vous m'avez écouté malgré tout jusqu'à la fin de cet épisode. Mais dans mon cas, ce sera tout pour cette semaine. On se revoit ici la semaine prochaine pour le module 8 et pour l'épisode d'entame de ce module 8. D'ici là, bon examen. Allez, bye bye. OK, l'indice cette semaine, ce sera la définition aristotélicienne du jugement. Qu'est-ce que le jugement? Ouverture des guillemets, c'est l'acte de prédiquer une chose. Voilà, c'est tout. Allez, bye bye.